La réunion touchait à sa fin. Des mouvements d'impatience traversaient l'assistance. On guettait les gestes du président. Mais celui-ci semblait avoir d'autres préoccupations. Richard Zerbib ressentait une lassitude inconnue jusqu'alors. C'était un homme dynamique, svelte et élégant, au sourire conquérant. De rares mèches argentées tempéraient une jeunesse insolente. On l'abordait rarement avec indifférence. De nombreuses femmes lui marquaient de l'intérêt. Mais il n'avait plus le goût de s'y attarder. La soirée fut particulièrement chargée. D'abord l'initiation de 2 nouveaux membres. Un couple de pharmaciens. À la joie de les accueillir, ils semblaient dévoués, et surtout d'une générosité avantageuse, se mêlait la crainte du trop-plein. La loge Ben Gourion était très sollicitée, à cause de son prestige, et de ses nombreuses personnalités. Ensuite la conférence de Daniel Sardoni, psychanalyste, sur le refoulé antisémite des militants islamistes. On n'avait pas compris grand-chose, mais ce fut un grand moment d'exaltation. Le trésorier égrenait les comptes trimestriels. Certains prenaient des notes. Personne ne soupçonnait l'humeur du président. Il est vrai que ses nombreux voyages, et une pigmentation naturelle, le gratifiaient d'un hal flatteur. Seule son épouse s'en inquiétait. Depuis le dernier congrès, elle avait remarqué des moments d'absence inhabituels. Richard percevait l'impatience des membres. La plupart avaient des professions exigeantes. Leur participation au BNI Brit était plus un événement communautaire de prestige qu'une corvée intellectuelle. Ils signaient suffisamment de chèques pour gagner leur galon. Mais il y avait aussi le buffet, qui agissait comme un aimant. La mairie du 16e offrait, non seulement une belle salle de réunion à la loge Ben Gourion, mais aussi une table bien garnie. Partisans inconditionnels d'Israël, et des organisations juives qui s'en réclamaient, le maire ne lésinait pas sur les moyens. Et les agapes étaient l'occasion de se montrer. La réussite sociale n'atteignait tout son éclat que devant le plus grand nombre. Seulement, il y avait aussi les 3 invités. Des goïms certes, mais prestigieux. Ils apportaient un soutien précieux. On les avait autorisés exceptionnellement à participer aux travaux. On ne pouvait faire moins que de leur donner la parole, et les applaudir de tout cœur. Ces présences en soi ne contrariaient pas le président. En d'autres circonstances, il l'aurait considéré comme un privilège, et l'allongement de la tenue un plaisir. Mais Zerbib y voyait là le dernier élément d'un enchaînement plus ou moins imposé. Et les perspectives ne lui semblaient pas de bon augure. En quelques années, sa vie avait pris un tournant étonnant. Cardiologue à 25 ans, il s'était aussi investi à l'hôpital et dans l'enseignement. Les congrès lui conférèrent une dimension internationale. Séducteur précoce, ses attributions ne firent qu'accentuer ses penchants pour les plaisirs. Jusqu'à son mariage. Richard était au mieux un juif de Kippour. La tradition ne l'avait jamais concerné. Seul le hasard lui avait fait épouser une ashkénaze. Une quasi-athée. Après la naissance de leur premier enfant, elle abandonna son travail de biologiste. Mais pour meubler son temps libre, Viviane Veil renoua quelques contacts. Une de ses amies l'introduisit à la WISO, l'Organisation internationale des femmes sionistes. De là, elle adhéra au B'nai Brit, un ersatz de franc-maçonnerie juive. Son mari n'y trouva rien à redire. C'étaient des institutions laïques. Mais il n'avait pas prévu la pression, sournoise et indicible, qui s'y exerçait. Une femme seule suscite la compassion. La solitude d'une femme juive est plus poignante. Si elle est mariée, on se pose des questions. Comment un mari peut-il abandonner ainsi sa femme, et la priver du privilège d'apparaître à son bras, et d'exhiber devant le monde son bonheur conjugal? Ne profiterait-il pas de son absence pour prendre son plaisir ailleurs? Les rumeurs disaient qu'il était bel homme, et que son passé ne parlait pas en sa faveur. Zerbib se résolut à demander son admission à la loge Ben Gourion. Accepté avec un enthousiasme délirant. Qui n'a pas de problème de cœur? Que ce soit l'organe physiologique ou le carrefour des sentiments. Insensiblement, la vie du couple allait changer. Les sorties se faisaient de plus en plus entre coreligionnaires. Pour respecter les convictions de quelques-uns, on choisissait les restaurants cachés. Les questions communautaires prenaient une place prépondérante. C'était aussi l'époque où la communauté juive s'enfermait dans une espèce de forteresse assiégée.
Face à une menace jugée existentielle, il fallait un retour aux sources et une union sans faille. Les organisations juives s'y mirent aussi, et se livrèrent à une surenchère identitaire. Richard se demandait encore comment il en était arrivé là, lorsqu'il reçut un appel sur son portable privé. L'interlocuteur se présenta comme l'attaché culturel à l'ambassade d'Israël. C'était une affaire d'importance. Il souhaitait le rencontrer, au plus vite. Ces 2 dernières années, les époux Zerbib avaient été invités à la fête nationale israélienne. Preuve d'une promotion dont Richard se serait bien passé. Un exhibitionnisme de nationalisme patriotique et mystique, qui lui rendait a posteriori les réunions du Bénaï Brit d'une neutralité angélique. En outre, les hommes se rappelaient soudain d'un souci cardiaque. Quant aux femmes, les plus désirables étalaient leur pouvoir de séduction. Les autres se vengeaient sur sa femme. Uri Sulitzer le reçut promptement, et commanda du café. Le cardiologue jeta à peine un coup d'œil au décor. Mauvais signe, pensa le diplomate. D'habitude, les juifs séfarades se pâmaient d'admiration devant les photos et les drapeaux. La moitié du travail était déjà accomplie. Mais on l'avait prévenu. Je suis très heureux de faire votre connaissance. Zerbib inclina la tête, en signe de réciprocité. Sulitzer comprit qu'il devait d'abord lever une ambiguïté. C'est MST qui m'a donné votre numéro privé. Le visiteur eut un mouvement d'étonnement, vite maîtrisé. Sans trahir un secret médical, MST ne jure que par vous. Il paraît que vous êtes un magicien. Un jour ou l'autre, il faudra que je me fasse examiner. On vit dans un tel stress. Le cardiologue posa sa carte de visite sur le bureau. Je ne vous aurais pas dérangé pour cela. Merci quand même. MST m'a dit que je pouvais compter sur vous. Je sais qu'il est dans la loge à Tikva, et que la direction du BNA Brit estime beaucoup votre contribution. Le poste de président en est la preuve. MST m'honore effectivement de son amitié. Savez-vous ce qu'est un sayan? Demanda abruptement Sulitzer. Non. Dans un sens, cela me fait plaisir. Cela montre qu'on peut l'être dans la plus totale discrétion. Certains membres de la loge Ben Gourion le sont. Pour vous exprimer ma confiance, je peux vous révéler que MST l'est aussi. Je le fais avec son autorisation, bien entendu. Richard Zerbib attendit patiemment la suite. Le Sayan est un informateur qui peut, dans le cadre de ses diverses activités, nous aider, dans la mesure de ses possibilités. Qui? Nous. Je ne peux pas entrer dans les détails pour le moment. Mettons les services de l'ambassade. Je me vois mal dans cet exercice. Vous serez le premier étonné. Tenez par exemple, en tant que président de la loge Ben Gourion, vous pourriez parrainer une rencontre sportive entre jeunes Israéliens et Palestiniens, et contribuer à sa réussite. Volontiers, ce genre d'événement peut faire avancer la paix. Certes, mais comment? Je vous indiquerai. L'essentiel est d'abord d'avoir votre accord. Et c'est tout pour être considéré comme Sayan. C'est un pas important, mais on pourrait vous demander autre chose. Sulitzer ne sentait pas son interlocuteur envahi par un enthousiasme délirant. Vous aimez Israël, n'est-ce pas? Bien entendu. Y êtes-vous déjà allé? Une fois. Quelles ont été vos impressions? C'est un pays dynamique, moderne, puissant. Le diplomate soupira. Il triturait son paquet de cigarillos. Vous permettez, vous êtes chez vous. Je vous remercie. Ce que j'ai à vous dire est très important. Il alluma un cigarillo, et souffla plusieurs fois. Vous savez, Israël donne cette impression de force indestructible. Tant mieux, nous sommes forts. Mais la menace est permanente. Nos ennemis sont de plus en plus déterminés. Toutes les occasions sont bonnes pour nous nuire, nous porter le coup fatal. La guerre ne se gagne pas que sur le front militaire. Notre seule chance de survie réside dans notre unité, l'unité du peuple juif tout entier. Sans elle, c'est le début de la fin. Sulitzer l'observait à travers les volutes de fumée. À son grand soulagement, le visiteur finit par demander. Qu'attendez-vous réellement de moi? Il se redressa et reposa le cigarillo. Monsieur Zerbib, j'aimerais que vous compreniez. Nous sommes en guerre. C'est eux ou nous. Nous devons frapper à toutes les portes.
Tout soutien nous est indispensable. L'évolution du milieu médical nous inquiète. Surtout au niveau international, les congrès se transforment en tribunes politiques pour condamner une soi-disant occupation inhumaine. Le sort des populations civiles palestiniennes tourmente les bonnes âmes. Et c'est Israël qu'on montre du doigt, n'est-ce pas? Évidemment, il semble que est assez lié avec le docteur Pearson. C'est exact, mais je ne vois pas le rapport. Le docteur Pearson est un des dirigeants de l'Association internationale de cardiologie. Son autorité morale est très grande. Nous n'aurions eu que des louanges à lui adresser s'il ne s'était mis en tête de visiter les territoires palestiniens et de prendre des positions politiques contraires à l'éthique médicale. Il a visité la Cisjordanie il y a 6 mois. Il vient de faire un séjour à Gaza. Le saviez-vous? Il m'en avait informé. D'après nos renseignements, il aurait fait des déclarations d'une violence déplacée. Est-ce qu'il faisait de la politique? À ma connaissance, non. Vous voyez où mène la propagande de nos ennemis. Transformer un savant en militant, c'est indigne. Il ne faut pas mélanger les genres. Probablement un cardiologue arabe ou un anglo-saxon illuminé qui lui aurait fait tourner la tête. Le diplomate prit un nouveau cigarillo. Zerbib ne se demandait plus d'où il tenait ces informations. Il y a bien un congrès à Marbella dans quelques jours. Exact. Vous y serez, bien sûr. Il est vrai que vous faites partie du bureau de l'association. J'aimerais que vous notiez les interventions du docteur Pearson, et d'autres éventuellement, surtout celles qui vous paraissent les plus virulentes, ou qui contiennent des propositions anti-israéliennes. Les noms des orateurs et leurs titres. Que leur ferez-vous? La question jaillit spontanément, avec un soupçon de crainte. Sulitzer sourit, un sourire particulier qui aurait fait le bonheur de son ami Gilles Talibani. Voyons, nous ne recourons plus à ce genre d'expédients. Nous essaierons de les faire changer d'avis. Comment? Par la persuasion, Monsieur Zerbib. Par la persuasion. Ah, encore une chose. C'est le plus important. Si une résolution anti-israélienne venait à être soumise, faites tout votre possible pour qu'elle ne soit pas adoptée. Et soyez sans crainte, votre nom ne sera jamais mentionné. Richard Zerbib se sentait pris au piège. Il aurait voulu dire « Vous faites erreur sur la personne. Adieu », sortir de l'ambassade, et tourner la page. Mais il était trop impliqué maintenant. Comme son épouse, toute une partie de leur vie sociale tournait autour de ces organisations. Il ne pouvait même pas repousser cette offre en particulier. Les informateurs de sa loge, et d'autres, auront vite fait de répandre des rumeurs sur sa trahison. Il ne craignait rien pour lui-même, mais sa femme risquait d'en pâtir. Il tenta une diversion, qui lui fit presque honte. Vous savez, je ne suis pas bon à ce genre de choses. Je risque de vous induire en erreur. Magnanime, le diplomate réfuta l'objection. On ne vous demande pas de jouer les James Bond. Soyez naturel. Vous verrez, c'est assez facile, et même excitant. On finit par y prendre goût. C'est contraire à l'éthique médicale, mais vu les circonstances, je vous remercie, Monsieur Zerbib. Votre patriotisme vous honore. Le trésorier poursuivait sa tâche, avec un pointillisme digne d'un expert comptable. Il est vrai que l'argent était l'élément moteur. Outre une cotisation annuelle élevée, il y avait toutes sortes de contributions, hebdomadaires, mensuelles, ou exceptionnelles. Les dons aux organisations sionistes, pour les implantations, la barrière de sécurité, les routes de contournement. Les soirées spéciales, pour le bien-être du soldat israélien, les volontaires civils, les jeunes boursiers. Les fonds pour tous les procès intentés contre ceux qui propagent insidieusement les idées antisémites. Car si les membres donnaient beaucoup et tout le temps, il leur importait que cela fût souligné. Richard repensait au Congrès. Pour la première fois, celui-ci s'était transformé en calvaire. Lui qui y allait pour se ressourcer, retrouver les confrères, partager les expériences, dans un climat de confiance, et une liberté inégalée. Il se prenait à observer et à se méfier. Tel congressiste n'était-il pas un ennemi en puissance? Mais c'était le docteur Pearson qui le bouleversait. D'abord, il était comme un père de substitution.
Dès sa première participation, le docteur l'avait pris sous son aile, et l'avait aidé à intégrer les instances dirigeantes. Et puis c'était un homme comme chacun aimerait avoir dans son entourage. Vif, bourru, débonnaire, amateur de whisky et de bons mots, vivant en gentleman farmer loin de la capitale, cet Écossais rougeau, et qui osait souvent le kilt, semblait sortir d'un livre de légende. Il avait arrêté l'enseignement un an auparavant, et réduit le nombre de ses consultations. Ce fut pour lui l'occasion de rejoindre une commission médicale britannique, en charge des territoires palestiniens. Zerbib se souvenait encore de son témoignage après sa visite en Cisjordanie. C'était émouvant, mais cela restait dans le ton. Le docteur fut d'ailleurs moins touché par la situation sanitaire générale que par le nombre et la dureté des barrages, souvent injustifiés, qui rendaient la vie infernale aux Palestiniens. Mais en abordant la situation à Gaza, son expression avait changé. Jamais intervention ne fut aussi dénuée d'agrément. Quel que fût l'exposé, même sur les sujets les plus graves, le docteur l'émaillait toujours d'anecdotes qui égayaient l'assistance. Non seulement il n'avait pas envie de plaisanter, mais sa voix tremblait d'émotion, comme s'il voyait encore la détresse et le dénuement. Non, ce n'était pas cela qui l'indignait. Après tout, de nombreuses régions dans le monde étaient plus déshéritées. Mais en empêchant une population entière de se soigner, en bloquant l'entrée de matériel médical, en interdisant même son importation d'autres pays, en restreignant la vente de carburant, voire en bombardant les générateurs, l'occupant menait une punition collective contre un peuple prisonnier, soumis, affamé, conduisant à des drames indescriptibles, surtout parmi les enfants. Cela avait un nom. C'étaient des crimes de guerre. Des crimes contre l'humanité. Rien ne justifiait cette barbarie gratuite. Assis au premier rang, Richard ne savait plus où se mettre. D'autant que le conférencier semblait souvent revenir vers lui. Il ne pouvait mettre en doute l'intégrité du docteur. Et l'argumentaire complexe mis au point par les organisations sionistes pour dédouaner Israël, lui sembla soudain dérisoire. Mais il devait se ressaisir. Car son bienfaiteur venait de franchir une ligne rouge. Nous médecins, disait-il, avons une responsabilité particulière. Fermer les yeux serait un crime de non-assistance à peuple en danger. Mais Pearson avouait sa perplexité. Rayer ses arrêts des lieux de congrès lui semblait un premier pas, un avertissement adressé à Israël. Quelques cardiologues arabes, jusqu'alors sur la défensive, applaudirent le réveil de la conscience du corps médical, et appuyèrent la résolution. La conférence était partagée. Zerbib prit alors la parole, trouva les mots adéquats pour rappeler l'Holocauste, le regain de l'antisémitisme, et la survie problématique d'Israël. La résolution fut repoussée de justesse. Le docteur avait voté pour. Et dans son expression se lisait l'incompréhension et l'amertume. Amère victoire, pensait le cardiologue, en se remémorant une fin de congrès difficile. La relation avec Pearson ne serait plus jamais la même. Et lorsqu'il en rendit compte à Uri Sulitzer, sans dissimuler son dépit, le diplomate le consola avec ces mots. Rappelez-vous, monsieur Zerbib, les paroles de Churchill, Right or wrong, my country. En entendant le trésorier finir son exposé, devant une salle regonflée par l'importance des sommes, Richard se demandait en quoi la phrase de Churchill le concernait véritablement. Heureusement, il y avait cette rencontre sportive à parrainer. Une opération pour la paix. Sans arrière-pensée propagandiste. Mais l'ombre du doute s'insinuait. Il se secoua, et raffermit sa voix. Mes amis, la tradition veut que nous saluions, pour finir, notre fidèle ami et bienfaiteur, Monsieur Klaus Kroasgen, le maire du 16e. Son soutien et sa générosité ne se comptent plus. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous rappeler le salon du livre du B'nai Brit, qui se tiendra ici même dans 3 semaines. Je sais que la réunion a été longue, mais je vous demande encore un peu de patience. Ce soir, nous avons l'honneur et la joie d'accueillir 3 invités de marque, que nous connaissons au moins à travers le petit écran. Ils sont venus soutenir un projet pour la coexistence,
auxquels nous devons donner tout l'éclat nécessaire. Vous savez qu'ils partagent nos convictions, et qu'ils combattent le fanatisme et le terrorisme. Ce sont des amis de la communauté et d'Israël. Je vous demande de les applaudir. Et je donne la parole à Monsieur Mamadou Soroporo. Le désagrément d'attendre fit place à un mouvement de curiosité, puis de gratitude. Voir de si près ces personnages de la télévision. Et ils étaient là pour eux. Ils avaient patienté pour leur dire des choses qu'ils aimaient entendre. C'était de moins en moins fréquent, à une époque où les Juifs comptaient leurs amis, et où les médias s'acharnaient sur Israël. Le président de SOS Racisme déploya sa masse avec une souplesse étonnante. Il frisait les 2 mètres. Et d'une corpulence fort appréciable. Il portait un costume beige, une chemise noire et une cravate mauve. L'assistance fit mine de ne pas s'en offusquer. Des gouttes de sueur perlaient sur son front. Sa peau était d'un noir sans nuance. La confiance dominait, mais avec un petit point d'interrogation. On savait bien que SOS Racisme était l'allié de l'UEJF, qu'il travaillait et manifestait main dans la main, le drapeau israélien bien en évidence, et que depuis sa création, essentiellement par des Juifs, proches de Mitterrand et d'Israël, l'organisation n'avait jamais trahi leur idéal sioniste. Mais qui pouvait garantir que la majorité d'Arabes et de Noirs, malgré les verrous administratifs et financiers, ne trahirait pas. Dans cette salle homogène de blancs aisés et bien mis, la silhouette du géant noir incommodait. On ne savait plus comment le regarder. Quelques femmes, la plupart portaient un tailleur chic, sortirent un mouchoir parfumé, et se tamponnèrent délicatement le visage, mettant en cause le chauffage excessif. Mesdames, messieurs, dit Soroporo en s'épongeant le front, j'essaierai d'être bref. SOS Racisme s'est toujours tenu à vos côtés pour combattre l'antisémitisme et favoriser le dialogue intercommunautaire. Notre association apportera sportive entre Israéliens et Palestiniens. C'est un événement important pour développer la compréhension mutuelle. Je ne vous cache pas que des tracts tendancieux circulent dans les milieux progressistes pour dénoncer une opération médiatique, sous prétexte que les joueurs palestiniens, interdits de sortie, retourneront à leur situation antérieure. Mais ils n'ont rien compris au symbole. Nous combattrons ces ennemis de la paix, et ferons en sorte que de nombreux jeunes issus de l'immigration y assistent. J'ai contacté notre ami à tous, le maire de Paris. Monsieur Delannoy m'a promis des navettes gratuites entre le stade et divers quartiers. Ce sera un grand succès. Je vous remercie. Les réserves s'estompèrent. Les applaudissements furent convenables. On semblait surpris, presque soulagé, par une intervention claire et sans fausse note. Les applaudissements diminuèrent lorsque Robert Tétart se leva, à l'invitation du président. Ce qui les gênait, c'était d'abord sa tenue et sa barbe de 3 jours. Et puis il se rappelait sa façon de toujours vitupérer à la télévision. Rarement contre les Américains et les Israéliens, certes, mais ses références enragées aux droits de l'homme l'assimilaient a priori aux critiques d'Israël. On n'appréciait pas trop, de manière générale, la dérive droit de l'homiste plus grand que. Avec sa veste informe sur un t-shirt noir, le président de RSF piaffait d'impatience. Bonsoir, je suis heureux d'être parmi vous. J'admire beaucoup le BNI Brit. J'ai des relations particulières avec l'organisation aux États-Unis. Ces gens se battent pour la démocratie et la liberté, en Amérique, et partout dans le monde. Je leur suis reconnaissant pour l'aide qu'ils apportent à Reporters sans frontières. Aussi, c'est avec un grand plaisir. Araï, la rencontre sportive israélo-palestinienne. C'est un pas important pour la paix. RSF mobilisera toutes ses relations dans le monde des médias pour que l'événement bénéficie d'une couverture considérable et objective. Il y en a marre des reportages partiaux. Il ne faut tout de même pas oublier qu'Israël possède une des presses les plus libres du monde. Rien que ce fait en dit assez sur la vocation démocratique du pays. Malgré les risques, les autorités israéliennes permettront aux jeunes Palestiniens de sortir et de retourner sans encombre chez eux, et se feront accompagner par 2 journalistes des territoires, dont ce sera la première mission à l'étranger. Nous recevrons ces confrères, et leur expliquerons que seul le dialogue peut faire avancer la paix. Qu'on ne se trompe pas d'adversaire.
Notre ennemi est l'extrémisme. Merci. Les paroles avaient touché, malgré un débit belliqueux. L'approbation fut générale. Mais les regards demeuraient interrogateurs. Qui pouvait garantir le maintien de cette politique courageuse? L'ambiance changea radicalement dès que le président eut prononcé le nom du troisième invité. Les applaudissements crépitèrent, les visages rayonnaient, les femmes remisèrent leurs mouchoirs. On oublia le buffet et la chaleur. Ce bel homme dans la soixantaine, à la chevelure argentée et abondante, habillé d'un costume bleu, les ravissait. Une telle présence tenait de la magie. Voilà un journaliste digne de ce nom, fidèle à ses convictions. Jamais la moindre concession aux idéologies en vogue, de la repentance à un progressisme de bonne aloi. Parmi l'assistance, les pieds noirs étaient particulièrement émus. Souvenir d'une Algérie mythique qu'il n'avait cessé de défendre. Et puis, qui ne se souvenait de son fameux « droit de savoir » consacré à une patrouille de Tsahal dans les territoires. Bravant la pensée unique, le reportage s'était attaché à suivre un groupe de soldats dans leur mission périlleuse mais nécessaire. S'infiltrant de nuit dans des maisons palestiniennes, reléguant leurs habitants au fond d'une pièce, la guerre hélas avait ses exigences, déployant leurs armes sophistiquées, attendant patiemment l'apparition de l'ennemi pour l'abattre. Sans état d'âme, les soldats faisaient leur devoir. C'étaient des jeunes gars, beaux et sensibles, durs et vulnérables, loin du cliché de l'occupant arrogant et brutal. De retour à la base, mission accomplie, ils redevenaient des jeunes comme à Paris ou à Londres, évoquant leurs amours, au rythme de la musique rock. La communauté juive en rêvait, un journaliste goy l'avait fait. Charles Villeneuve savourait son triomphe. Visage bronzé, sourire radieux. Malgré son âge, les femmes le dévoraient des yeux. Chers amis, merci beaucoup pour votre accueil. Vous pouvez imaginer à quel point je suis heureux de me retrouver parmi vous, de partager les mêmes émotions. Vous savez, quand MST m'a appelé, je n'ai pas hésité une seule seconde. Cet événement allait devenir ma première priorité. Notre rêve, c'est que la paix s'installe là-bas, qu'Israël soit enfin reconnu et accepté. Merci, il est tard. Permettez-moi d'ajouter quelques mots. J'ai mis le Parc des Princes à la disposition des organisateurs. Les sandwichs et les boissons seront offerts par le club. Nous offrirons également la logistique télévisuelle. Pour que la fête soit totale. Vive l'amitié France-Israël. Les membres de la loge Ben Gourion se levèrent spontanément. Des applaudissements nourris éclatèrent. Oubliant le buffet, ils se précipitèrent vers la tribune. L'euphorie était indescriptible. On se congratulait. Un bonheur incommensurable. On n'en revenait pas de ces cadeaux du ciel. Même le président se laissait gagner par l'allégresse générale. Délaissant sa réserve habituelle, Richard échangeait poignées de main et embrassades. Il semblait faire intimement corps avec le groupe. D'abord surprise, Viviane Veil fut enchantée de voir son mari retrouver sa bonne humeur. Elle se permit un geste de tendresse, et ses mains dans la main que les herbibes montrèrent le chemin vers le buffet. Florence Meyer se laissait bercer par un concerto de Vivaldi. La légèreté la gagnait, et lui faisait oublier ses dernières hésitations. Il avait cessé de pleuvoir. Les lumières dansaient sur la chaussée mouillée. Lorsque Youssef lui avait parlé de ces soirées, sans l'inviter expressément, elle avait montré une curiosité mitigée. Entre eux, ces échanges ne donnaient pas lieu à récrimination. La liberté de chacun était intouchable. Même les sacro-saintes soirées du week-end échappaient aux sorties fatalement communes. Intérieurement, l'ironie prenait le dessus. Peut-être venait-elle de découvrir une faille dans la modernité de son compagnon. Youssef et ses amis se réunissaient une fois par mois pour une soirée arabe. Et pour éviter toute déconvenue, au cas où, il lui avait précisé que tout obéissait à ce principe, musique, cuisine, et convivialité. Un étranger plus grand que proche pouvait être invité, à condition de s'y soumettre. Sans moi, avait pensé Florence. Elle se souvenait encore de son jugement tranché, avec en prime le retour en force de certains préjugés. Décidément, les Arabes ne pouvaient s'assimiler comme les autres. Ce fut le déjeuner avec les frères qui la fit changer d'avis.
En particulier Rachid Elayani, un beau brun aux yeux clairs. D'un raffinement inouï, intelligent et drôle, il était à l'aise dans tous les registres. Il s'étonna qu'on ne la vît jamais à une de ses soirées. Tu devrais venir, on s'amuse bien. La prochaine aura lieu chez ma sœur. Mais nous avons établi quelques principes. Je les connais, affirma Florence. Tant mieux, je ne sais pas encore si ma copine Hélène sera là. Alors, c'est d'accord. Il dégageait une telle force de conviction qu'elle répondit par l'affirmative. Avec lui, la soirée ne pouvait pas mal se passer. Les aspects arabes ne devaient pas être aussi terribles. Il s'était donné rendez-vous dans l'appartement. Florence suivit les indications, sonna à la porte. Lorsqu'on lui ouvrit, elle eut un mouvement de recul, faillit s'excuser et faire demi-tour. La jeune femme avait les traits fins et des yeux clairs. Mais son visage était encadré par un voile. Florence pensa d'abord à une erreur d'appartement, et puis une angoisse diffuse. Ce déguisement faisait-il partie du cérémonial? Vous êtes Florence? Oui. Eh bien, entrez. Soyez la bienvenue. Je m'appelle Khadija Elayani. Elle l'embrassa avec chaleur. Je comprends votre surprise. Mon frère n'a rien dû vous dire. Ce petit mécréant, dit-elle avec indulgence. Du salon, on pouvait suivre la scène. Khadija l'invita à retirer ses bottillons, et prit son manteau. J'ai apporté une bouteille, déclara Meyer en ouvrant son sac. Des exclamations joyeuses fusèrent de l'intérieur. Khadija fit une moue résignée. Je crois que j'ai fait une gaffe. Ce n'est pas grave, on ne vous a rien dit. C'est andouille de Rachid. On l'accueillit avec effusion, présentation et embrassade. Florence portait un pantalon fuseau clair, et un chemisier foncé. Elle s'assit sur un pouf, à côté de Youssef, et s'efforça de garder un air détaché. Des mains innocentes ont apporté ce divin breuvage que les fanatiques nous refusent. Que le ciel bénisse notre nouvelle invitée. Rachid brandissait la bouteille de vin comme un trophée. Florence avait du mal à garder son sérieux. Seul parmi les hommes, il portait une magnifique djellaba crème et un tarbouche. Son sourire désamorçait toute moquerie. Il semblait aussi à l'aise, comme si c'était sa tenue habituelle. Se sentant un peu coupable, Florence tenta de le dissuader. Pour une fois, on peut s'en passer. Respecte les convictions de ta sœur. Elle s'abstint de faire appel, devant les autres, à son éthique maçonnique. Mais je les respecte, ma chère. Je ne l'obligerai pas à boire. Manquerait plus que ça, rétorqua Khadija. D'ailleurs, poursuivit Rachid, j'étends ma tolérance aux autres femmes. Je comprendrai qu'elles y renoncent par solidarité féminine. Une bouteille pour nous 4, c'est un minimum. Je renonce volontiers, dit Florence, sous le regard reconnaissant de Khadija. Les 3 autres femmes l'imitèrent. Avec un culot désarmant, il demanda à sa sœur un tire-bouchon et 4 verres. Khadija se leva de bonne grâce. Elle ne pouvait lui en vouloir longtemps. Florence se tourna vers son compagnon. Pourquoi, dans ces conditions, faire la soirée chez Khadija? Parce que chacun l'organise à son tour. Même chez toi. Bien sûr. Puis comprenant l'allusion, Youssef ajouta, ma mère vient m'aider. Ça arrive une fois tous les 9 à 10 mois. Pourrais-je vous inviter? Pourquoi pas? Mais comment ferais-tu? Je demanderai à Khadija. J'ai l'impression que vous allez bien vous entendre. Je pense aussi. Elle a l'esprit large. Et quelle classe? Si tu l'avais connue avant? Depuis quand? 2 ans? Eh bien. Au fait, pourquoi t'as pas mis une djellaba? Ça t'aurait vraiment plu. Avant de répondre, elle sembla prendre conscience de la musique. Ce n'était pas ce qu'elle redoutait. À quelques nuances près, cela ressemblait à la musique de la Renaissance. Des variations pour de luth. Youssef en djellaba. Auparavant, cela l'aurait mortifiée. Maintenant elle en comprendrait le sens. Et même, le vêtement en imposait. Elle regrettait presque que les autres n'aient pas suivi l'exemple de Rachid. Même parmi les femmes, seule une portait un cafetan brodé. Leïla l'avait saluée à la manière maçonnique. Une sœur du DH lui avait glissé Youssef. L'atmosphère était détendue, la conversation agréable, émaillée de formules en arabe. Le courant passait bien.
Meilleur admirait la décoration orientale. Tapis, soieries et boiseries formaient un ensemble harmonieux. Elle reconnaissait des objets ou des illustrations, mais cela n'avait rien à voir avec le bric-à-brac de son ami. Khadija alla chercher un plateau chargé de hors-d'œuvre et de jus divers. Elle glissait avec légèreté, mince et gracieuse, le visage illuminé d'un sourire énigmatique. Elle portait une espèce de tenue indienne, vaguement orangée. Elle servit les femmes, ignorant les hommes qui dégustaient leur vin. Et se retrouva à côté de Florence. Le buste droit, les gestes mesurés, Khadija encourageait les invités avec des formules traditionnelles, et réservait à sa voisine une invite silencieuse mais éloquente. Florence était sous le charme. L'imaginaire autour des femmes voilées devenait soudain inepte. Elle se désolait d'un reste de préjugés. L'ami de Rachid ne venait manifestement pas. Florence s'était accrochée à ses présences pour se sentir moins isolée. Mais finalement, l'intégration se faisait en douceur. La musique changea d'un coup. Après une introduction instrumentale, une voix masculine s'éleva, chaude et mélodieuse, avec des trémolos interminables. C'est un grand chanteur égyptien des années 50, expliqua Khadija. Farid, c'est facile à retenir. Florence tentait de se laisser séduire. Les autres devaient apprécier inconsciemment. Ils discutaient sans y prêter attention. Ça vous plaît, ça pourrait me plaire. C'est plaisant, mais un peu trop romantique. Et comme je ne comprends rien. Les paroles n'ont rien d'extraordinaire. À l'époque, ça rendait les foules hystériques. Khadija la regarda un moment. Ses yeux clairs avaient une séduction irrésistible. J'en veux à Youssef de vous avoir en quelque sorte séquestré tout ce temps. Florence soutenait sans déplaisir son regard. Pour être honnête, il m'en avait déjà parlé. Mais je craignais de ne pas être à l'aise. C'est Rachid qui m'a convaincue. Il aura au moins fait une chose de bien ce soir. Vous ne le pensez pas sérieusement? Bien sûr que non, je l'adore. Où l'avez-vous rencontré? Nous avons déjeuné chez Youssef il y a quelques jours. Il y avait aussi Kader. Ah, vous êtes aussi, comme eux, comme Leïla, dans ces organisations un peu secrètes. Oui, je suis franc-maçonne, je ne l'aurais pas cru. Pourquoi? Ils ont l'air de comploter tout le temps. Et je ne vous vois pas dans ce rôle. C'est un mythe. Certains francs-maçons aiment bien cultiver ces mystères. Et les médias en rajoutent. Vous me donnerez des tuyaux pour les contrer. C'était évidemment contraire au culte du secret, à toutes les règles érigées en dogme. Mais ses yeux, son ingénuité Florence succombait délicieusement. Je vous affranchirai, dans la mesure du possible. La maçonnerie a quand même du bon. C'est grâce à elle que je suis arrivée jusqu'ici. La main du destin. Florence marqua à peine sa surprise. Peu importe, excusez-moi, je dois retourner à la cuisine. Elle s'offrit de l'aider, et fit le geste de se lever, mais la main de Khadija l'arrêta. Meilleur se sentait mieux disposé pour s'intéresser aux autres. Youssef était en pleine conversation avec Kader Mazouzi. Ils discutaient enseignement. Rachid évoquait les procédures prud'homales avec les Tosi. Fadela et Ali formaient le seul couple de la soirée. Meriem Ben Ali expliquait à Leïla les symptômes de quelques maladies infantiles. À part elle, tout le monde fumait. Jusqu'au déjeuner chez Youssef, Florence considérait son compagnon comme très politisé, mais le professeur d'économie le dépassait. Il était assez virulent, et privilégiait les solutions radicales. Il avait appuyé la création d'une loge arabe, le plus rapidement possible, avec une orientation militante. Mais Rachid, toujours souriant, l'en avait dissuadé. C'était tomber dans le piège de l'extrémisme, et apporter de l'eau au moulin de leurs adversaires. Il avait suggéré, comme première étape, de visiter en masse la loge des Juifs, et d'y apporter la contradiction. Sa proposition fut adoptée. Consultée, Florence avait accepté de les accompagner. Les Tosi étaient aussi les seuls à avoir dépassé la barre des 40 ans. Ali travaillait à RFI. Sa femme journaliste freelance. Tout le monde étant pris dans des apartés, Meilleur porta son attention sur la musique. Une voix féminine venait de succéder à Farid. La chanteuse avait un volume exceptionnel. Sans rien comprendre, elle eut l'intuition que ses paroles avaient plus de profondeur.
Khadija revint avec un tagine. On vida la table pour le poser. Des exclamations fusèrent lorsque le couvercle, en forme de cône, fut retiré. Les parfums qui s'en dégageaient étaient délicieusement épicés. La maîtresse de maison coupa un grand pain rond, et disposa les morceaux autour. Il n'y avait pas de couvert. On prononça des formules avant de plonger le pain dans la sauce. Pas de panique, expliqua Khadija. On le fait pour retrouver les sensations d'antan, et le sens du partage. Je te montre, mais si tu veux, je t'apporte un couvert. Pour toute réponse, Florence prit un bout de pain et, imitant les autres, attrapa une tranche de courgette. La chaleur la surprit, puis le goût l'emporta. L'essentiel était de ne pas se tâcher. Khadija lui glissa un morceau de viande. Elle s'en saisit. La nourriture lui parut autrement plus délicieuse. Certains suivaient discrètement son initiation. Les formules s'espacèrent pour laisser place aux conversations habituelles. On ne s'arrêtait pas d'un coup de manger. On marquait une pause, puis on replongeait dans le tagine, pour une ultime bouchée. Comme si on regrettait déjà un si bon plat. Jusqu'à l'arrêt total. Khadija reprit le tagine, et rapporta un bol artisanal, rempli d'eau tiède, avec des rondelles de citron, pour les doigts. Des cigarettes furent allumées. Le contentement était général, mais les hommes se regardaient, ressentaient un manque. « Ah, que ne donnerais-je pour un verre de vin » s'exclama Rachid, d'un ton qui se voulait pathétique. Sa sœur haussa les épaules, la moue désabusée. Pourquoi les hommes sont plus accros? Parce que les femmes sont les gardiennes du foyer, et des traditions. Le ton de Rachid fit rire l'assistance. N'empêche que c'est un fait, affirma Fadela. La question de Meriem est pertinente. Je l'avais souligné dans mon article dans le courrier de l'Atlas, il y a environ 1 an. Souvent d'ailleurs, les hommes boivent dehors mais pas chez eux. Un silence s'ensuivit. C'était une question 100 fois débattue. Et puis, sans boisson, elle avait encore moins d'intérêt. Pourquoi ne ferais-tu pas un papier sur SOS Palestine? Demanda Khadija. Cela nous fera connaître. La suggestion réveilla l'ardeur de Youssef. C'est juste. On doit contrebalancer la propagande adverse. Il faut utiliser tous les canaux. Elle relança en expliquant. On a déjà du mal à exister. La préfecture n'a reconnu l'association que sous la menace d'un recours administratif. Sans compter quelques harcèlements. Nous avons demandé une subvention, pour la forme, mais elle a été rejetée. Alors que n'importe quelle association de quartier reçoit des milliers d'euros. Et que dire de SOS Racisme? Des vendus, cria Kader. Il recueille des subventions de toutes parts, de Paris, du gouvernement, de l'Europe. Ce sont les chouchous du système, rigola Rachid. Et comment? Des socialistes à la droite, des organisations juives et des sionistes, et même des pro-américains. Quand on sait par qui ils ont été créés. Joe Star a raison. Nous devons créer nos propres organisations antiracistes. Je vous raconte la dernière, confia Khadija. Notre présidente a été reçue par un membre du cabinet de Delannoy. Il lui a expliqué que notre nom pouvait prêter à polémique, et ne favorisait pas l'apaisement. Et que, si on le changeait, par exemple en paix en Palestine, l'association toucherait une subvention annuelle de 10 000 euros. Et SOS Tibet, rétorqua notre présidente. La mairie était derrière à 100%, enfin, ce n'est pas pareil, avait soutenu le fonctionnaire. Manifestement, ils ont la trouille que ça devienne un cri de ralliement. C'est incroyable, murmura Florence. Khadija lui sourit. Ça va aller, semblait dire ses yeux. Puis elle revint vers Fadela. Ali comprenait ce qu'elle attendait de sa femme. Tu sais que nous sommes de tout cœur avec toi, Khadija. Nous faisons le maximum pour faire avancer la cause. Mais Fadela ne peut pas écrire dans le courrier de l'Atlas. Enfin, je le déconseille. Depuis sa création, ce magazine parle surtout de sujets de société. C'est intéressant, mais sur le plan politique, il s'aligne quasiment sur l'Occident. Ce sont des Arabes modérés comme on les aime dans les médias, c'est-à-dire ceux qui se
Couche, cela ne me surprendrait pas que le magazine soit financé par des capitaux du Golfe. Si Fadela écrit un papier, elle le fera sans concession. Le courrier le refusera, et elle sera grillée. Ali Tozi faisait figure de patriarche. Il avait déjà 2 enfants au collège. Fuyant l'Algérie des années sombres, il mit du temps à se stabiliser, jusqu'à son intégration à RFI. Son essai sur le visage nouveau de l'impérialisme le sortit de l'anonymat. Il avait rencontré les 3 francs-maçons lors d'un débat sur la Palestine organisé par le Monde diplomatique. Comme personne ne réagissait, il poursuivit. L'intervention de la mairie ne me surprend pas. N'oubliez pas les positions constantes du maire en faveur d'Israël. SOS Palestine pourrait devenir une question sensible. Elle en a le potentiel. Nos ennemis ne s'y sont pas trompés. Attention, ils sont très malins. Ali but un verre d'eau en faisant la grimace. Nous vivons une période difficile, reprit-il. Le gouvernement français est totalement acquis à Israël. Le président se comporte comme un agent sioniste. Les médias publics sont verrouillés. À RFI, on vient de licencier un 3e rédacteur en chef. Le premier, vous vous en souvenez, avait évoqué la pureté du peuple élu en citant des passages de la Bible. Le second parce que sa proximité avec le monde arabe le rendait suspect. Le dernier a été éjecté pour non-respect des consignes du Quai d'Orsay. Alors, tenez-vous bien, on doit remplacer plus petit que mur de séparation par plus petit que barrière de sécurité plus grand que petit que colonie plus grand que par plus petit que implantation. La capitale d'Israël est Jérusalem. Même si c'est en violation de toutes les résolutions internationales. Je suis abasourdi par la puissance du lobby juif. Il dicte quasiment la politique proche-orientale de la France et de l'Europe. Un silence pesant suivit ces paroles. Elles faisaient d'autant plus d'effet que Ali n'élevait jamais la voix. C'était un constat. Tout le monde en convenait. Ils appréhendaient toujours ce moment où la réalité allait les rattraper. Les explications étaient superflues. Chacun ruminait ses pensées, en s'appliquant à éplucher un fruit, ou à fumer le regard dans le vague. Ceux qui avaient connu leur société d'origine, ou entretenaient encore quelques liens, revivaient cet art chronique qui les bloquait. L'écheveau inextricable de lâcheté et de fatalité conduisait à un sentiment d'impuissance, comme une muraille infranchissable, contre laquelle venaient buter les volontés les plus déterminées. Il leur était alors facile de critiquer ces défaillances d'un autre âge. Eux vivaient dans une société ouverte, sans tabou, où la critique n'épargnait rien, sexe, famille, religion, avec même parfois des excès qui les embarrassaient. Mais c'était le prix à payer pour une liberté réelle, sans limite. Sauf un domaine, les Arabes l'apprenaient bien vite à leurs dépens. C'était pour le moment une bataille ingagnable. Le racisme et la discrimination, ils en viendraient à bout. Mais pas l'impérialisme israélien. 2 poids, 2 mesures. On pouvait tout invoquer les droits de l'homme, les résolutions internationales, Amnesty, les conventions de Genève, le droit des peuples, le TPI, les sanctions, le boycott, la mise au ban, les États voyous, l'axe du mal. Tant qu'il s'agissait de pays douteux, turbulents, ou aux franges de la civilisation judéo-chrétienne. Tout était envisageable, sauf pour l'État juif. Patouche, bas les pattes. Le parquet poursuivait même l'insensé qui mentionnerait l'éventualité d'un boycott, pourtant légitime, au regard des violations du droit international. Une mesure qui avait conduit à la fin de l'apartheid. Une terrible épée de Damoclès était suspendue sur la tête de ceux qui croyaient encore à l'égalité des États devant le droit international. L'accusation suprême, l'injure absolue. D'ailleurs, à force de matraquage médiatique, on avait fini par la faire admettre, comme allant de soi. Toute critique plus petit que exagérée d'Israël équivalait à de l'antisémitisme. Pour eux, on réservait un traitement spécial, bien rodé, effrayant. S'ils sortaient du consensus, ou approuvaient toute forme de résistance armée face à l'occupation, on les taxait d'islamistes, d'extrémistes, voire de terroristes.
Ils se connaissaient suffisamment pour s'épargner les litanies de l'impuissance. Un mauvais moment a passé. Ils en avaient l'habitude. Pour secouer l'inertie, Khadija proposa un thé à la menthe. « Montre-moi comment tu fais » demanda Florence. Elle était heureuse de se retrouver seule avec Khadija, et soulagée d'échapper au malaise général. La cuisine sentait bon les herbes et les épices. Tout était bien ordonné. En dehors des appareils habituels, il y avait divers ustensiles d'origine orientale. Meilleur se rappelait l'avoir tutoyé spontanément, et restait dans l'expectative. Khadija mit l'eau à chauffer, posa des verres colorés sur un plateau argenté, introduisit une pincée de thé vert dans la théière, et sortit une boîte en plastique du réfrigérateur. Sens. De la menthe. De cette façon, elle reste fraîche plusieurs jours. Tu aimes ce thé? Point d'interrogation. J'aime beaucoup, mais je n'ai pas le matériel. On ira l'acheter ensemble. Depuis le début, c'était Khadija, la femme voilée, qui lui avait montré le plus de sympathie, plus que les femmes occidentalisées, plus que la franc-maçonne, et qui lui rendait sans façon son tutoiement. Dans ce cas, tu viendras chez moi pour l'inaugurer. Avec plaisir. Mais as-tu pensé aux voisins? Au qu'en dira-t-on? Khadija montra le voile en souriant. Puis soudain elle le retira. Une chevelure noire, abondante, se répandit sur ses épaules. Florence en avait le souffle coupé. Et, si quelqu'un venait? Les hommes, quand ils sont invités, ne mettent jamais les pieds dans une cuisine. Je peux. Elle caressa légèrement les cheveux. Tant de beauté sous un voile. Elle ne savait que penser. Toutes sortes d'interrogations la pressaient. Tu viendras comme tu as envie. Je me fiche de l'opinion des gens. Bravo. Ça ne doit pas être facile tous les jours. Au début, mais c'est une bonne école de résistance. Et j'ai presque autant de mal avec mes coreligionnaires. T'as bien vu. Et le travail. Je suis avocate. Je travaille avec mon frère. Beaucoup viennent me consulter parce que je suis pratiquante. Mon boulot est comme une mission pour aider les gens. Le chemin est long pour abolir les discriminations. Un léger sifflement provenait de la bouilloire. Khadija remit soigneusement le voile. Le sifflement devint strident, puis s'éteignit. Elle remplit la théière, laissa infuser. Mais avant de se saisir du plateau, elle se tourna vers Florence. J'apprécie ta discrétion. Le pourquoi du comment. Ça me ferait plaisir d'en parler avec toi une autre fois. La vue de l'immeuble lui fit prendre conscience des recommandations de son président. C'était un immeuble ancien, en pierre de taille, respirant l'aisance et la tranquillité. Les appartements devaient être immenses. Il n'y en avait qu'un par étage. Moulay El-Bali retira promptement le foulard à motif palestinien, se protégeant la gorge avec la main. Le visage face à la caméra de surveillance, il sonna et déclina son identité. L'ascenseur le mena jusqu'au 5e étage. Un système de caméras balayait le palier et les escaliers jusqu'au rez-de-chaussée. Elle ne s'enclenchait que lorsque l'ouverture de l'immeuble était actionnée par les occupants du 5e. Les copropriétaires s'étaient montrés compréhensifs. Il est vrai que le maire de Paris leur avait écrit personnellement. Et Pierre Lelouch, le député maire du 9e, s'était porté garant de leur sécurité. La moindre alarme était répercutée dans le commissariat le plus proche, avec ordre de s'y rendre en force toute affaire cessante. Une jeune fille lui souriait. Brune, les cheveux noirs, avec des rondeurs appétissantes. Ariel Schwoul se présenta et lui fit la bise. Il la suivit en fixant machinalement sa croupe. Aussi jolie qu'une beurette, mais, plus grand que soupira-t-il. Puis un peu honteux, ou craignant d'autres caméras, El-Bali détourna son regard. La salle où devait avoir lieu la réunion était gigantesque. 5 hautes fenêtres donnaient sur la rue. Entre elles, un drapeau israélien fixé au mur. Et dire que c'est seulement le salon, soit le bienvenu, Moulay. On attend plus que Mamadou. El-Bali avait déjà rencontré le président de l'UEJF. Raphaël Nabab était grand, un peu empâté. Sa sensualité naturelle aurait pu accentuer son penchant à la mollesse. Mais ses fonctions en firent un vrai leader. On lui présenta les autres membres de l'Union des étudiants juifs de France.
El Bali serra la main à Jonathan Sayon, fit la bise à Jacqueline Bensusson. Mais lorsqu'Audrey Moutoman se leva, il faillit défaillir. Une grande blonde, d'une beauté à couper le souffle. Il y a des juifs comme ça. Puis il passa à ses collègues de SOS Racisme, assis de l'autre côté de la table ovale. Ariel faisait la navette avec la cuisine, rapportait boissons chaudes et froides. Comme une fille de chez nous. Pendant que Moutoman fumait négligemment. El Bali laissait errer son regard, sauf dans sa direction. Certaines confidences commençaient à prendre sens. Il n'avait intégré le bureau de son organisation que depuis 2 mois. On chuchotait à propos de « la blonde, le canon, la bombe sexuelle de l'UEJF ». Il avait cru comprendre que Mamadou Soroporo en était fou, mais qu'elle l'avait rembarré sans ménagement. Question d'atome crochu, peut-être, mais cela pouvait aussi corroborer l'opinion de son amie Fatia sur les cloisonnements ethniques. On conversait allègrement. El Bali faisait profil bas, mettant beaucoup de soin à rouler ses cigarettes. Il avait conscience de l'importance d'être là. Ne venait aux réunions communes qui voulaient. Il y eut probablement des tractations. On avait apparemment besoin d'un maghrébin. Guillaume Bagne faisait son numéro. Beaucoup d'esprit avec un brin de condescendance. Quel bourge, fils de bobo en année préparatoire de l'ENA, joli cœur, élégamment négligé. Ses parents l'avaient encouragé à militer à SOS Racisme dès le lycée. C'était bien sur un CV. Et ils en connaissaient quelques figures historiques. Guillaume ne pouvait qu'atteindre une vice-présidence, sans espoir de s'élever au sommet. Avec une feinte indifférence, il tentait de toucher le cœur de la belle Audrey. A-t-il la prétention d'être unique, ou bien l'exception religieuse ne valait-elle pas pour les Français de souche? En tout cas, les filles semblaient sous le charme. D'autant plus conquises qu'elles n'avaient rien à sacrifier. Même Moutoman lui concédait un sourire de faveur. Il ne représentait pas encore une cible idéale. Raphaël regarda sa montre à la dérobée, fit la moue. Personne n'y prêta attention, sauf sa cousine. Bien qu'ayant pratiquement le même âge, et une tête en moins, Élodie Nabab le protégeait comme un petit frère. Elle avait réussi, à force d'intrigue, à lui coller sa meilleure amie. Au moins ne tomberait-il pas entre les griffes d'une goye. Les non-juives avaient un charme et une liberté qui faisaient tourner les têtes. Et son cousin avait une propension à se laisser séduire. Même après ses études de gestion, et son premier poste dans une banque, elle avait cédé à son instance en intégrant SOS Racisme. Raphaël lui avait fait rencontrer Uri Sulitzer. On avait besoin de Sayanim au sein de l'organisation antiraciste. Elle fut immédiatement intégrée au bureau, dans la section orientation idéologique et faisait régulièrement des rapports à l'attaché culturel de l'ambassade d'Israël. Toujours sur le qui-vive, le geste de son cousin ne lui échappa pas. Ils se regardèrent, échangèrent une mimique. El Bali, qui n'était pas totalement accaparé par les enjeux relationnels, s'en aperçut, et en perçut instinctivement le sens. À ce moment, une sonnerie se fit entendre. Shmuel se précipita. Elle revint peu après avec le président de SOS Racisme. Soroporo se débarrassa de son manteau. En costume beige et chemise mauve, il salua chacun, et s'assit en face du président de l'UEJF, non sans avoir jeté un coup d'œil appuyé à la poitrine de Moutoman. Celle-ci portait un pull à col roulé noir, hyper moulant. Les cousins Nabab échangèrent un signe discret. Sa peau noire luisait de transpiration. Il sortit un mouchoir. La conversation se ranima. Ariel repartit à la cuisine. Moulet se hasarda à regarder autour. En dehors de chaises empilées et de nombreux casiers, la pièce était vide. Il y avait un peu partout des photographies encadrées. Il n'osait pas trop les fixer. Mais il lui semblait vaguement qu'elles représentaient des personnalités et des paysages d'Israël. Raphaël frappa un coup sur la table, en disant « Mes amis ». Sans forcer, le silence se fit rapidement. La plupart sortirent feuilles et stylos. Sa cousine le regardait avec admiration. Quel changement en quelques années. Son élection au bureau, puis à la présidence de l'Union, on avait fait un jeune homme à l'autorité incontestée. Il traitait d'égal à égal avec des personnalités de haut rang.
Des offres de carrière alléchantes l'attendaient pour la fin de son mandat. Elodie avait seulement hâte qu'il officialise ses fiançailles. La façon dont Moutoman le regardait ces derniers temps lui déplaisait. Et son départ de l'UEJF ne lui permettait plus d'exercer une surveillance constante. C'est que la jolie blonde n'avait aucun scrupule. Elle changeait d'homme en fonction de ses intérêts, et ne dédaignait pas une aventure pour affirmer son pouvoir de séduction. Un constat malheureux. Cela lui faisait mal de l'admettre, mais si Audrey avait été juive à 100%, elle ne se serait pas comportée ainsi. La mère de Moutoman était une catholique d'origine autrichienne. Mais on admettait les demi-juifs, en espérant leur intégration communautaire. Un renfort à ne pas négliger, par les temps qui courent. Avant d'entamer l'ordre du jour, annonça Raphaël, j'ai une bonne nouvelle à vous communiquer. On vient d'accorder à nos deux organisations une subvention exceptionnelle. L'argent, ça fait toujours plaisir, non. La délégation de SOS Racisme se montra soudain attentive. La trésorière, Cindy Levy-Fischer, une ex de l'UEJF, espérait apurer les comptes. Guillaume Bagne aurait une anecdote à raconter en comité choisi. Il ne peut s'agir que de plusieurs milliers d'euros, pensa Soroporo. On ne mégotera pas sur notre prochain voyage aux États-Unis. Plus grand que. L'Union européenne, à travers sa commission pour les événements à caractère pacifique et humanitaire et pour la compréhension entre les peuples, excusez-moi, mais ça méritait d'être cité, vient de nous attribuer la somme de 60 000 € pour mener à bien le projet de rencontre sportive israélo-palestinienne. Elle vient évidemment s'ajouter aux diverses subventions obtenues par ailleurs. Bagne émit un sifflement admiratif. Travailler avec les Juifs, c'était une vraie mine d'or. Levy-Fischer se préoccupait de l'utilisation de ce bonus, car toutes les dépenses étaient déjà couvertes. Même le tournage du film ne leur coûterait rien. Le cinéaste Daniel Lecon, qui travaillait à Arte, avait obtenu l'engagement financier de la chaîne. Mamadou espérait dégager 10 000 € supplémentaires pour ses frais de représentation. Quant à El Bali, c'était tout simplement au-delà de son imaginaire. Raphaël avait d'abord été frappé par l'importance de la somme. Mais il n'en fut pas autrement surpris. C'est que, parmi les Sayanim qui agissaient auprès de la Commission européenne, il y en avait un qui faisait des miracles. François Simagret n'était pas un membre bien connu du Parti socialiste, mais suffisamment influent pour se faire élire au Parlement européen. C'était d'ailleurs sa mission lorsqu'il avait été recruté par les prédécesseurs de Sulitzer. On n'avait plus besoin de lui à Bruxelles. Dans son parti, tout était déjà verrouillé. Le politologue Pascal Bonifacio l'avait appris à ses dépens, éjecté malgré sa réputation internationale. On ne critique pas impunément Israël au sein du Parti socialiste français. Grâce à son entre-gens, une délégation de parlementaires européens effectuait tous les 3 mois un voyage d'information en Israël, financé par la Commission. Des pressions amicales balayaient les derniers scrupules. Les communautés juives n'auraient pas compris leur pusillanimité face aux menaces sur la sécurité de l'État hébreu. Leur déclaration finale montrait d'ailleurs que le message passait bien. Nabab se souvenait encore de la réunion tripartite. François et lui-même buvaient les paroles du diplomate israélien. Cette rencontre sportive a une importance capitale. Au niveau médiatique s'entend. Il nous faut donner l'impression que les choses bougent, et que la paix peut se faire. Et puisqu'on est sur la bonne voie, toute forme de résistance ne fait que retarder le processus, et le décrédibilise. Cet événement doit marquer les esprits, dans le sens où le cœur du conflit est l'incompréhension entre les deux peuples. Nous y travaillons pour la réduire. À ce rythme, cela prendra 2 ou 3 générations. Le temps de rendre les faits accomplis irréversibles. Nous devons donc prendre l'initiative, avoir toujours un coup d'avance. Pour cela, François, tu essaieras de récolter une grosse somme. Pas seulement pour l'argent. C'est secondaire. Mais la contribution financière de l'Europe est une manière de cautionner notre politique. Ils nous emmerderont moins avec les colonies. Une bonne partie de cette somme, je suggère les 2/3 devrait revenir à nos amis de SOS Racisme. Ce sont de bons auxiliaires. Ils méritent d'être récompensés. Mais ce sera à toi de le leur dire, Raphaël.
Qu'ils sachent qu'avec nous, ils ne manqueront jamais d'argent. Certaines choses doivent être rappelées de temps à autre. Ils se souriaient. Leur complicité était profonde. Ils pensaient exactement la même chose. Les commentaires étaient superflus. Ils ne versaient pas, inutilement, dans le politiquement incorrect. Nabab ménageait son effet à propos des 10 000 € supplémentaires pour SOS Racisme. Son ascendant sur Soroporo en sortira encore plus renforcé. Que signifiait 10 000 €? L'argent n'avait plus la même valeur. Une année de présidence avait changé sa vie. Il était entré dans des réseaux insoupçonnés. Une ligne directe le reliait à Matignon et au ministère de l'Intérieur. Régulièrement invité aux réceptions du Quai d'Orsay et des ambassades amies. On l'avait admis avec les honneurs dans la plus grande loge du Benaï Brit. Les grands patrons le consultaient. Les politiques cherchaient son onction. Il découvrait avec gourmandise la face cachée des choses, les possibilités de manipulation, les coups de fil aux médias et les interviews arrangées, la toile invisible des vérités imposées. Et une force de séduction prodigieuse. Le pouvoir agissait comme un aimant irrésistible. S'il n'avait pas été pris en main par son ami, et surveillé de près par sa cousine, il aurait pu changer de maîtresse chaque mois. En restant raisonnable. Mais pour une seule femme, il s'était laissé séduire, avec un arrière-goût de revanche. Pendant une année, Moutoman lui avait montré sa posture favorite, celle de femme inaccessible. Alors que Raphaël n'avait rien demandé. Mais le canon de l'UEJF plus grand que n'imaginait pas qu'un homme n'eût pas envie de la sauter. Puis vint la nouvelle du voyage à Marrakech. Le président de l'Union des étudiants juifs de France faisait partie du gratin, convié par MST dans son avion personnel. Un week-end de 4 jours dans son riad de rêve. La liste des invités donnait le vertige. Raphaël devint pour elle une espèce de demi-dieu, celui qui avait approché dans son intimité le seigneur de l'intelligentsia, le séducteur au magnétisme de velours, le confident des maîtres du monde. En se donnant à lui, elle espérait recueillir une part de cette gloire, et qui sait, un jour, s'en abreuver à la source. Mais ce ne fut pas aussi simple. Nabab ne s'était pas précipité au premier sourire. Elle avait dû presque s'humilier. Mais le prix lui semblait si doux. Il devait garder le secret. Chacun y avait intérêt. Raphaël regrettait parfois de ne pouvoir s'en prévaloir. Il s'imaginait racontant à Mamadou le corps interminable de la blonde, ses rondeurs et ses blondeurs, sa complaisance remarquable. Et le visage d'ébène transpirant à grosses gouttes. Il ajouterait à ses yeux la qualité de séducteur verni. L'UEJF a décidé, par la voix de son président, dit-il soudain en chassant ces images, de ne s'attribuer que le tiers de la subvention. Soit 40 000 € pour SOS. Ses camarades du bureau se le tinrent pour dit. Les membres de SOS Racisme exprimèrent leur satisfaction. Soroporo se devait de marquer le coup. Merci Raphaël. Merci à IUEJF dont l'apport nous est indispensable. Nous poursuivrons sans désemparer le combat pour nos valeurs communes. Nabab n'en demandait pas plus. Les choses étaient claires. Il espérait seulement que le nouveau venu avait commencé à saisir la réalité du rapport de force. Jonathan, aurais-tu quelque chose à ajouter sur la soirée du Zénith? Jonathan Sayon avait été le candidat malheureux face à Raphaël. En deuxième année de master en droit des affaires, il avait laissé passer sa dernière chance. La vice-présidence n'apportait que des responsabilités, sans le pouvoir. Il s'en fichait des cocktails et autres joyeusetés. L'essentiel lui passait sous les yeux. La notoriété et l'épaisseur du carnet d'adresses. Et puis, il ne l'avait jamais aimé. Avec sa silhouette empâtée, et sa bouche sensuelle. Lui descendait d'une des grandes familles de Mogador. Alors que Nabab était le rejeton d'un affairiste du Sentier, d'origine tunisienne. On racontait même que son grand-père avait modifié son nom en arrivant en France. Le passage à l'Union lui aura au moins appris une chose, éviter d'avoir un supérieur. Il avait ainsi décliné la proposition de devenir Sayan, ruinant ses chances d'entrer dans la direction de SOS Racisme. Aussi parce qu'elle émanait de Raphaël. Ce que celui-ci ne lui avait jamais pardonné. 2 ou 3 choses, répondit Jonathan,
en ignorant le ton du président. On a déjà dit l'essentiel. Rire contre le racisme fait désormais partie du paysage artistique. Le Zénith plein à craquer. Une trentaine d'artistes bénévoles. Couverture médiatique quasi générale. Les médias ont bien joué le jeu. Une mention spéciale pour Charlie Hebdo et Canal+. Leur sympathie pour notre cause ne se dément pas. On aurait aimé que d'autres médias, Beurre FM par exemple, montrent un peu plus d'empressement. Mais c'est peut-être dû à l'absence d'artistes de type banlieue, maghrébin, black, rappeur. L'idéal serait d'embarquer le Jamel Comedy Club, Joe Star, etc. Là on serait plus crédible. On touchera au-delà de notre public traditionnel. C'est tout un travail de terrain. Les moyens existent. Il manque l'ambition. Je pense que cette tâche revient à nos amis de SOS. Jonathan partageait tout de même certaines choses avec Raphaël. Au nom de l'intérêt supérieur. Mettre continuellement la pression sur le président de l'organisation antiraciste. Lui montrer sa dépendance, et le faire cravacher dur, dans le sens voulu par l'Union. Le déconsidérer un peu plus aux yeux d'Audrey, même si par ailleurs il n'avait aucune chance. Les deux rivaux avaient toujours montré une réserve amicale vis-à-vis de la blonde, mais de l'imaginer écrasée sous le poids du noir. Ils en oublieraient leur ressentiment. Soroporo se sentit directement visé par les remarques de Jonathan. Un partage de tâches quasi plus petit que Colonial. À l'UEJF le Paris chic et les médias branchés. À lui et à son organisation les quartiers difficiles et des populations de plus en plus sceptiques, voire réfractaires. SOS Racisme perdait chaque année de sa crédibilité dans les banlieues. Au point que de nombreuses voix s'élevaient pour créer de nouvelles organisations antiracistes. Sa complicité avec l'Union des étudiants juifs de France, notoirement acquise à Israël, révulsait la plupart des beurs et des noirs. Ils ne comprenaient pas que leur organisation ignora délibérément l'occupation israélienne, les violations des droits de l'homme, les blocus, les barrages, l'apartheid, les destructions, les confiscations, le maintien de tout un peuple sous une domination aussi cruelle qu'illégale. Mamadou avait adhéré à l'organisation parce qu'il s'était fait tabasser sans raison par des policiers de la BAC. Pendant ses études de sociologie, il en avait gravi les échelons. On appréciait son intelligence et sa combativité. Curieusement, on pouvait y parler de tout sauf de la Palestine. Plus petit que c'est un problème étranger, disaient les responsables. Nous avons des préoccupations nationales. Certains objectaient alors les campagnes en faveur du Rwanda, du Darfour, du Tibet, etc. Comme par hasard, ces militants ne progressaient plus au sein de l'association. Les circonstances de la création de SOS Racisme lui revenaient en mémoire. Les people des années 80, liés à la plus petite que Mitterrandi et à la communauté juive, dont certains tenaient encore le haut du pavé. Et après tout, en quoi cela le concernerait-il? Comme le disait un ancien président, passer à un grand parti politique, plus petit que la Palestine, je m'en bats de se laisser, eh bien, il avait fait du chemin. Il y eut ensuite la découverte de Paris, pas celui des halles auquel il était condamné, les appartements bourgeois, les réceptions, les voyages d'information, et les indemnités, et les femmes, de belles femmes blanches qui lui glissaient un numéro de portable. On l'avait testé pour la présidence. Il avait montré le visage qu'on voulait voir. C'était la chance de sa vie. Ses prédécesseurs avaient bénéficié de situations exceptionnelles. Député européen, membre du bureau national du PS, responsable de l'intégration chez Publicis. Et puis, il s'était habitué au luxe. Les costumes en lin, le jacuzzi, les invitations au spectacle, les missions en compagnie d'une attachée de presse. La vie avait pris un autre goût. Bien sûr, tout n'était pas rose. L'idéal de la jeunesse s'était dilué. Mais l'exercice des responsabilités requiert de l'équilibre. Le plus gênant était ailleurs. Voir des femmes sortir un mouchoir parfumé devant lui. Sentir une sollicitude paternaliste. Être traité comme un étalon clandestin. Mais l'humiliation la plus terrible venait de cette garce de blonde, qui le repoussait sans cesse, avec une expression sarcastique.
Comment pouvait-il même imaginer qu'elle pût le faire avec lui? Il s'épongea avant de répondre. Ce qu'a dit Jonathan n'est pas tout à fait conforme à la réalité. Dès les réunions préparatoires, SOS avait présenté son plan de bataille, incluant bien évidemment les artistes du Jamel Comedy Club, et d'autres. Je ne reviens pas sur Joe Star. Vous connaissez ses positions. Il se trouve que la plupart d'entre eux avaient pris des engagements par ailleurs. Soroporo se doutait bien de leur motivation profonde, mais s'abstint d'y faire allusion. Ses partenaires juifs étaient d'une susceptibilité exacerbée. Dès le départ, Rire contre le racisme était apparu comme une réplique à Dieudonné, l'humoriste qui avait osé railler, à la télévision, un colon ultra-orthodoxe dans les territoires occupés. Il fallait de toute urgence le discréditer. Accusé d'antisémitisme, il fut mis à l'index, et boycotté par les médias. On manigança pour faire annuler ses tournées. Une mort professionnelle programmée. Le message aux autres artistes était on ne peut plus clair. Zone interdite. Les Sayanim, nombreux dans le milieu artistique, avaient reçu des consignes claires de Sulitzer. Et pour faire bonne mesure, on avait imaginé un événement annuel avec les artistes les plus populaires, pour montrer qu'on pouvait vraiment rire, dans la fraternité, sans ces références fatigantes à l'occupation et à la colonisation, ni sombrer dans une critique systématique contre un peuple qui a tant souffert et qui n'aspire qu'à la paix. Obtenir le zénith fut un jeu d'enfant, de même que les subventions. Mais si les grands comiques ne pouvaient se dérober lucides mais pas fous les nouveaux, beurre et noir, ceux qui auraient pu attirer les jeunes de banlieue, ne voulaient pas se compromettre. Raphaël était loin de ces considérations. La solution devait résider dans une organisation plus resserrée. Une reprise en main de SOS Racisme s'imposait. La frustration d'une victoire pas tout à fait écrasante lui fit dire inopportunément. Tu me donneras le nom des artistes qui ont refusé de se produire au Zénith. Non que l'idée même le rebuta. Après tout, comme disait Sulitzer, nous sommes en guerre. Tous les moyens sont bons. Plus grand que mais il n'avait pas à le faire dans une réunion commune, avec procès-verbal. Pensez à demander à Jacqueline Bensusson de l'effacer. Le ton et le sens n'échappèrent pas à Moulay El-Bali. Derrière son attitude effacée, il continuait d'engranger les renseignements. Il était ambitieux, et cherchait à sortir de sa condition. Nabab effectua un changement radical, montrant ainsi sa maîtrise et son sens politique. Il fit un large sourire à son vis-à-vis. Cher Mamadou, je te félicite. J'ai eu des échos à propos de ton intervention dans la loge du Benaï Brit. Tout le monde a apprécié ton engagement pour la réussite de la rencontre sportive. Et ta patience d'être resté jusqu'au bout. Je n'oublierai pas. Le compliment lui mit du baume au cœur. Bien qu'il le dérangeât quelque part. Mais il n'eut pas le temps d'y penser. Raphaël reprenait l'initiative, en véritable maître des opérations. Tout est en place, sauf sur un point. Et le temps presse. Il faut mettre du monde dans la tribune d'en face. Le défi est d'importance. On aurait pu prendre un petit stade. Mais le Parc des Princes a une telle charge symbolique. C'eût été idiot d'y renoncer. Moulay se fit attentif. On n'allait pas tarder à le solliciter. Le problème, c'est la télé, poursuivit Nabab. Il serait bon qu'il y ait du public. De notre côté, nous pourrions mobiliser dans les 2000 personnes. Il en faudrait autant en face. Puis, s'adressant directement à El-Bali. Comment se passe la mobilisation dans le 9-3 ? C'est un département clé. Il faut qu'on arrive à attirer suffisamment de jeunes. Raphaël le jaugeait. C'était une épreuve importante. On pensait déjà à la succession de Soroporo. Des contacts étaient en cours pour lui trouver un point de chute. Il fallait un beurre. Question d'alternance et de crédibilité. El-Bali était l'un des 3 candidats potentiels. Des enquêtes avaient été faites sur le port du foulard à motif palestinien. Il semblait que cela n'induisait aucune orientation extrémiste. Je ne peux pas faire d'estimation chiffrée, répondit prudemment Moulay. Nous poursuivons notre tâche. C'est la priorité dans toutes les sections. Qu'est-ce qui coince ? Oh, rien. Enfin, si. La municipalité nous ignore sur ce projet. Il n'y a rien à attendre des communistes.
Mais tous les autres nous soutiennent. Le conseil régional sera d'ailleurs représenté au stade. C'est que les opposants semblent très déterminés. On n'a jamais vu ça. L'affaire prend des proportions inusitées. Nabab le scrutait. Moulet, dis-nous ce qui se passe. Je peux vous parler franchement. Bien sûr, entre l'Union et SOS, il n'y a pas de secret. Nous sommes comme des frères. C'est un avis personnel, mais assez répandu, même parmi les militants. On aurait dû prévoir une affiche différente pour la banlieue. Qu'est-ce qu'elle a? Il n'y a que des symboles de paix. L'affiche montrait des jeunes, juifs et arabes, à peine différenciés, sur fond de paysages bibliques bucoliques, les deux drapeaux, et le mot paix en 4 langues, dont l'hébreu et l'arabe. C'est, comment dire, le drapeau bleu et blanc. Mais on a mis aussi le drapeau palestinien. Il est de la même taille. C'est l'égalité parfaite. Écoutez, je ne parle pas pour moi. J'ai le drapeau israélien sous les yeux, ça ne me dérange pas. Du moment qu'on travaille pour la paix. Mais pour les jeunes du 9 à 3, c'est une vraie provocation. D'ailleurs presque toutes les affiches ont été lacérées. Nabab appréciait la franchise de son interlocuteur. Une qualité plutôt rare. Mais n'était-ce pas une forme de ressentiment déguisé? Il tentait de chasser une des sentences favorites de Sulitzer, avec les Arabes, on n'est jamais sûr de rien, et s'accrochait à sa préoccupation immédiate. Que peut-on faire maintenant? Soupira-t-il. Moutoman fumait, l'air pensif, la tête rejetée vers l'arrière. Sa poitrine semblait vouloir transpercer le pull, tendu à l'extrême. Le silence était chargé d'électricité. On faisait mine de s'absorber dans la résolution du problème. Elle se redressa soudain, écrasa sa cigarette dans le cendrier, s'humecta sensuellement les lèvres. J'ai une idée. On pourrait demander au rectorat de banlieue d'organiser une sortie civique ce jour-là. N'est-ce pas la mission de la rencontre sportive? Instaurer un climat de tolérance et faire progresser la paix. Et puis, ça tombe bien. La rencontre a lieu à 16h. Si chaque lycée envoie 2 ou 3 classes, on atteindra plus ou moins l'objectif. Il la bouffait des yeux, sous prétexte de s'imprégner de ses paroles. Le seul à y trouver une issue inespérée bondit de joie. Nabab oubliait toute retenue. Audrey, je t'adore. Tu es superbe. Quelle idée géniale. Je te le revaudrai. Quelque chose dans le regard trahissait une émotion particulière. Les interrogations intimes fusaient. Sa cousine était bouleversée. Élodie n'osait pas imaginer l'inconcevable. Mais Raphaël se ressaisit vite, coupant court à toute spéculation. Son esprit n'avait qu'une préoccupation unique. Je vais régler cette question tout de suite. Il s'éloigna avec son portable, sélectionna le numéro privé de MST. Lui seul pouvait y arriver en un rien de temps. En quittant le métro, Youssef El-Kouen ralentit délibérément le pas. La rue Cadet se rapprochait. Il consulta de nouveau sa montre. Il remonta la rue, puis revint sur ses pas. Certains magasins étaient ouverts. Il fit semblant de s'intéresser aux étalages. 20h moins quelques minutes. C'était contraire à son éthique. Il n'arrivait pas à se mettre en retard. Il entra dans le bâtiment. On faisait la queue devant les tuileurs. Youssef murmura à l'oreille de l'un d'eux les mots de semestre. Celui-ci opina, et lui souhaita « Bonne tenue, mon frère ». Il embrassa d'un regard ému le grand hall. Toute préoccupation passait au second plan. Il avait conscience de pénétrer dans le panthéon de la franc-maçonnerie française. Ce n'était rien de moins que le siège du Grand Orient, défenseur de la République et de ses idéaux. La première fois, il était venu tout intimidé, plein de folles espérances. Effleurant précieusement la lettre de convocation. On l'avait fait entrer dans une salle où d'autres hommes attendaient. Il se tenait gravement, comme avant un entretien d'embauche. Il avait ouvert un livre. Personne ne s'était adressé la parole. Quelqu'un était venu le chercher et lui avait bandé les yeux. Maintenant il entrait de plein pied, comme un membre à part entière, les décors de maître soigneusement pliés dans sa serviette, presque neuf, et pouvait circuler librement, aller au salon du premier étage, ou au restaurant du 7e, partager cette ambiance bruyante et fraternelle, émaillée de rires et d'embrassades.
Il s'arrêta à l'entrée du bar. C'était encore l'affluence. Autour des tables, on discutait ferme. Ils appartenaient tous à la grande famille, polis au même moule. Mais aucun ne lui était connu. Il avait l'impression d'être un peu à part. El Cohen monta d'autres marches, puis un escalier en colimaçon. Venir à reculons plus grand qu'eux. L'expression revenait de plus en plus souvent. Il soupira. Un vieux frère d'origine algérienne lui avait fait cette confidence, alors qu'il n'était qu'apprenti, avant de rejoindre une autre loge. Des murmures lui parvenaient du temple 6. On était loin de l'ouverture des travaux. Il marqua un temps d'arrêt pour se donner une contenance. Comme souvent, il s'interrogeait alors sur le cours du destin qu'il avait amené dans cette loge si particulière, alors qu'il y en avait des centaines sur Paris. D'habitude on choisit son atelier, ou plutôt celui du parrain, avec la probabilité de se retrouver en terrain familier. Lorsque Youssef, séduit par une étude sur la franc-maçonnerie, décida de s'engager, se posa le problème du parrainage. Pas de franc-maçon dans son entourage. Ou bien il ne se manifestait pas. L'auteur précisait cependant qu'on pouvait envoyer une candidature spontanée. Ne connaissant pas grand-chose à la galaxie maçonnique, il avait adressé un courrier au Grand Orient, à cause de sa réputation progressiste. Il se passa plus d'un mois avant qu'on ne le contacte. L'homme lui demanda s'il maintenait sa candidature. La voix semblait circonspecte, modérément chaleureuse. Il lui donna rendez-vous dans un café de la rue Cadet. Ce fut sa première déception. Il avait imaginé un personnage haut en couleur, jonglant avec les concepts culturels et idéologiques. L'homme devant lui était plutôt petit, rondouillard, rougeaud, fonctionnaire à l'urbanisme dans une ville de banlieue. Sa chemise débordait sur un pantalon tombant. Il lui posa quelques questions banales, et lui demanda certains documents administratifs. Il lui apprit enfin que 3 autres personnes allaient le contacter. Les raisons qui l'avaient amené à France Unie étaient plutôt prosaïques. Il le découvrira plus tard. La loge vivotait, au gré des démissions ou des exclusions. À défaut de séduire de nouveaux profanes, elle s'adressait au secrétariat de l'obédience pour récupérer les postulants isolés. Masquant ses préoccupations, il pénétra dans le temple. Les frères discutaient par petits groupes, indifférents à l'horaire. Il eut la même impression qu'au bar, même avec ses visages devenus familiers. Il se débarrassa du manteau, déposa sur un siège cordon, tablier et gants, et se demanda par quel groupe commencer. Le groupe du fond le troublait. Autour du vénérable maître, se tenait le frère orateur, Gérard Silmo, Gilles Talibani et son comparse arabe. Il parlait à voix basse, avec des mimiques de conspirateurs. Youssef eut un mauvais pressentiment. Sa récente visite à la loge judéo-sioniste pouvait avoir provoqué cette alliance insolite, 2 juifs pieds noirs, un arabe, et 2 piliers de l'atelier connus pour leur penchant raciste. Comme convenu, plusieurs frères arabes et Florence s'étaient rendus à l'astre de la paix. À l'ordre du jour, une tenue blanche fermée avec une profane. Cela tombait bien. Caroline Fourière écrivait dans Charlie Hebdo, dans le même esprit que le magazine, remettre les arabo-musulmans à leur place. La journaliste parlait de son dernier livre, La modernité de l'islam, un objectif illusoire. Son débit était vif et intelligent. Tous les poncifs y passaient. Le beau rôle était dévolu à l'Occident et à son protégé, avec quelques fléchettes émoussées, pour rester dans le ton non-conformiste. Les frères de l'atelier buvaient du petit lait. Ses propos les emplissaient d'un bonheur indicible. Et qui plus est venant d'une goye. Il regrettait la belle époque où la quasi-totalité des intellectuels soutenaient Israël. Sur son plateau de vénérable, Gilles Talibani jubilait. Le combat était loin d'être perdu. On pouvait retourner la vague anti-israélienne. Il rêvait d'une tenue blanche fermée dans le grand temple, avec le conseil de l'ordre du Grand Orient, et les dignitaires des autres obédiences, et la foule des grands soirs, frères et sœurs massés par dizaines, debout entre les travées, faute de place, dans un hymne en faveur de la paix, contre l'extrémisme et l'islamisme, et glorifiant la seule démocratie du Proche-Orient. Mais quelque chose le chiffonnait.
Qu'un franc-maçon arabe s'égare dans leur atelier, cela pouvait se comprendre, et on le neutralisait facilement. Mais 8 d'un coup. Avec une certaine appréhension, il fit circuler la parole. La séance des questions se transforma en cauchemar. Les frères arabes s'étaient levés à tour de rôler, à l'appui de références historiques et religieuses, avaient détruit la belle architecture de la planche. La journaliste, qui se croyait en terrain conquis, n'était pas de taille à leur répondre. Fourière était plus une polémiste qu'une scientifique. Les frères de l'atelier étaient désorientés. Même leur arabe de service n'arrivait pas à contrer les visiteurs. Leur fête était gâchée. Sans les contraintes du rituel, la situation aurait pu dégénérer. D'un coup de maillet rageur, Talibani mit fin aux questions, en regrettant l'introduction pernicieuse de la politique dans une loge qui travaillait pour la paix. On raccompagna la conférencière sur le parvis, la mine défaite. Elle avait perdu de sa superbe habituelle. Les frères arabes et Florence s'éclipsèrent au restaurant pour fêter l'événement. Hors du temple, ils n'étaient plus protégés par les obligations maçonniques. Youssef rencontra le regard noir de Talibani. Le doute n'était plus permis. Il se dirigea vers les autres frères et leur donna la triple accolade. Ils échangèrent quelques propos sans importance. Il revint à sa place. Les apartés se poursuivaient. Il se sentit seul, eut presque envie de sortir un livre. Une telle provocation aggraverait son cas. Le regard dans le vague, El Kouen s'interrogeait. Cela avait commencé dès le premier rendez-vous avec le vénérable de l'époque. Le malaise avait pris corps avec les 3 enquêtes. Le premier enquêteur l'avait pour ainsi dire convoqué dans son agence immobilière à Montrouge. Petit et dynamique, il lui avait posé une série de questions, et noté ses réponses. Une espèce de CV détaillé, sans fioriture. Le second enquêteur voulait absolument le rencontrer chez lui. Youssef fit appel à sa mère pour accueillir dignement le franc-maçon. L'homme arriva avec une demi-heure de retard, titubant presque sous l'effet de l'alcool. Il ne refusa cependant pas quelques bières. Et de nouveau un interrogatoire serré, sur lui, son travail, son entourage. L'atmosphère changea pour la 3e enquête. Celle-ci eut lieu dans l'appartement de l'enquêteur. Youssef eut même droit à une envolée philosophique. D'instinct, il se méfia. Les questions portaient sur la morale et la politique. Il répondit avec prudence. L'homme prétendait connaître l'Afrique. Il avait géré un grand hôtel dans la capitale congolaise. C'était l'orateur actuel. Sous ses dehors affables, El Kouen découvrit peu à peu ses penchants idéologiques et sa vision d'un pur colonialisme. Enfin, il y eut le grand oral. Le malaise n'avait cessé de s'approfondir. Le doute aussi, mais déjà le groupe du vénérable se disloquait. Celui-ci appelait à l'ouverture des travaux. Ils s'éparpillèrent dans le temple pour mettre leur décor. Sans oublier au passage de saluer Youssef. Triple bise et sourire crispé. Le parvis s'anima. Les frères s'excitaient comme des collégiens. On s'aperçut alors de l'absence du maître des cérémonies. Le vénérable confia la tâche à El Kouen. Armé d'une imposante canne, ce dernier les guida vers l'intérieur. On procéda à l'ouverture. Debout et à l'ordre, les frères suivaient mollement le déroulement. Philippe Grigui tentait d'y mettre beaucoup de conviction. Il prononçait avec emphase les termes spécifiques à l'idéal maçonnique, comme s'il voulait d'abord se convaincre lui-même. Pour Youssef, c'était un mystère. Il avait appris suffisamment sur ce frère dévoré par l'ambition, et peu regardant sur le respect du règlement. Si France Unie avait fonctionné normalement, on ne lui aurait jamais permis de devenir vénérable. Mais il était le protégé de Silmo et de son clan. Plus petit que est-il au moins conscient de jouer la comédie. Plusieurs frères manquaient à l'appel. Le frère visiteur se présenta. Ahmed Sidaoui prenait son rôle de supplétif au sérieux. Le vénérable lui souhaita la bienvenue avec un empressement fort remarqué. Pendant la lecture du tracé, les apartés reprirent de plus belle. Silmo et Talibani se découvraient des sujets de conversation infinis. Le couvreur, un original habillé en tenue de sport et tennis coloré, taquinait les 2 surveillants. Le tracé fut adopté à l'unanimité. Le vénérable appela le second surveillant à l'Orient. Youssef le précéda après quelques circonvolutions au plateau de l'orateur.
Jean-Marie Fontaine devait présenter le pré-rapport de la commission chargée des questions à l'étude des loges. Depuis qu'il était passé maître, Youssef se dispensait d'y assister. Le thème cette année portait sur la transmission orale. Fontaine lui faisait un peu pitié. Il marchait dans l'ombre de Grigui. Il était la voix de son maître. Parlant dans sa barbe, mangeant le quart des mots, il débitait de façon monocorde les opinions de la commission. Une suite d'idées reçues, retranscrites sans génie. El Kouen avait les yeux fermés, dans une attitude de réflexion intense. Un réflexe de défense. Il s'évadait. La déception était dure à avaler. Il y avait tellement cru. On ne pouvait tout de même pas manipuler les gens à ce point, entretenir indéfiniment de tels mythes. Il devait y avoir quelque chose. Un secret bien gardé. Le grade de maître arraché après 4 années interminables, ne l'avait guère plus avancé. Mais ceux qui étaient là depuis 30 ou 40 ans ne semblaient pas non plus détenir une plus grande lumière. Même Silmo, qui avait dû progresser dans les chiffres supérieurs, il était loin de représenter un modèle de culture et de sagesse. Par ailleurs, la loge se caractérisait par une homogénéité déprimante. Les démissions successives l'avaient vidée de ses éléments les plus originaux. Ne restaient que des hommes blancs, plutôt âgés, d'un niveau social correct, mais réfractaires à toute émulation intellectuelle. Usés, blasés, ils répétaient le rituel comme d'autres les slogans d'un parti. Les planches se succédaient dans une morne routine. Il restait la complicité nouée entre certains, et les agapes. Les francs-maçons ont sublimé le gueuleton en communion ultime. On disait qu'il y avait des loges d'un haut niveau. Encore fallait-il les connaître, et surtout y être parrainé. L'appui de l'atelier était aussi indispensable. Youssef se faisait peu d'illusions sur la bienveillance de France Unie à son endroit. Finalement, il avait atterri dans une institution où l'égalité et la fraternité, contrairement aux idées reçues, étaient à géométrie variable. La qualité de franc-maçon ne suffisait pas. Il existait tout un système subtil de réseau et de connivence en dehors duquel on ne bénéficiait d'aucune faveur. Une autre déconvenue l'attendait. Loin de progresser dans l'amélioration de soi et de la société par l'exemple, une grande partie des frères se battaient pour les plateaux, avec un acharnement digne des partis politiques, semant les graines de la discorde, favorisant l'émergence de clans rivaux, et vidant les principes maçonniques de leur substance. On avait même créé un nom pour stigmatiser cette dérive, la cordonite. Tous l'avouaient aux gémonies, en même temps qu'ils succombaient à ses délices. Un coup de maillet lui fit ouvrir les yeux. Le vénérable invitait les frères à apporter leurs pierres. Il y eut quelques interventions de pure forme. Une seconde réunion devait finaliser le rapport. Grigui félicita chaudement le rapporteur. Nouveau coup de maillet. Nouvelle circonvolution rythmée par la canne du maître des cérémonies pour ramener Fontaine à son plateau et accompagner le premier surveillant à l'Orient. El Kouen se rassit, amusé et intrigué. Philippe Durand travaillait aux impôts et n'était pas loin de la retraite. Élégant, soigneux, il avait une belle chevelure grise et une barbe bien taillée. Il ne se piquait pas d'intellectualisme, ne mettait pas en avant sa longue carrière maçonnique. C'était un amateur de cigares et de bonne chair. Youssef ne l'avait pas entendu plancher plus de 3 fois en 5 ans. Durand annonça d'emblée la couleur. Sa femme devait participer à un congrès à Beyrouth. Il en avait profité pour l'accompagner. Comme le vénérable était à court de planches, il s'était proposé d'en faire une sur son voyage. Youssef ne s'attendait pas à une analyse pointue, et il ne fut pas déçu. Presque rien sur la situation particulière du pays. Le conférencier n'avait même pas eu la curiosité de lire l'Orient le jour. Mais un tableau touristico-gastronomique de la ville, et quelques digressions sur les palmiers, les boutiques et les femmes. Durand avait le don de la causerie. C'était léger et agréable. Il n'y eut aucun de ces signes qui accompagnent généralement les planches, murmures, bâillements, changements de position. Quelques intervenants le remercièrent pour cette évocation exotique. L'ordre du jour était épuisé. Les frères se frottaient les mains. Rien de tel qu'une tenue écourtée pour les mettre de bonne humeur. On pensait déjà aux agapes. Aussi,
Lorsque le vénérable annonça la réception d'un courrier envoyé par un profane qui frappait à la porte du temple et transmis par le secrétariat du Grand Orient, il y eut quelques soupirs de contrariété. Grigui devait consulter l'atelier sur la suite à lui donner. Encore un qui rêve de maçonnerie, soupira Youssef, avec probablement de grandes espérances. Est-ce un intellectuel, un rebeu, un jeune? A-t-il une idée où il va mettre les pieds? Il l'imaginait marchant quelque part dans Paris, ou attablé dans un café, avec un livre. L'inconnu n'avait pas de relation maçonnique. Son premier contact avec le Grand Orient sera Grigui, un expert comptable solide, enrobé, sûr de lui, nanti, indifférent aux tourments métaphysiques. Des questions carrées pour cerner le futur compagnon de route. Et celle-ci, sera-t-il en mesure de payer la capitation et les dépenses annexes? C'est qu'en période de crise, même l'obédience faisait le ménage, avec la même compassion qu'un patron déplorant un plan social. Puis, il y aura les enquêtes, et le passage sous le bandeau. El Kouen se souvenait, assis au milieu du temple, les yeux dans le noir, soumis à une batterie de questions, venant de tous côtés, sans lien ni logique. Même l'oral de l'agrégation ne l'avait pas autant déstabilisé. Les enquêtes lui avaient appris à moduler ses réponses. Il s'était montré modéré dans le fond et convaincant dans la forme. Mais on l'avait aussi interrogé sur la banlieue et le terrorisme islamiste. Il avait dû marquer ses distances, comme si le fait d'être beurre en faisait un connaisseur, ou un suspect. Malgré tout, il semblait subsister dans leur esprit l'ombre d'un doute. Miraculeusement, l'initiation avait balayé tous ces désagréments. Ce fut un moment d'une extrême solennité. On touchait du doigt les valeurs fondamentales de la franc-maçonnerie. Youssef avait réellement tremblé. L'émotion l'avait étreint pendant toute la cérémonie. Les yeux bandés, il s'était soumis aux diverses épreuves. L'idéal maçonnique lui avait alors paru grandiose. Il entrait dans un monde merveilleux. La fraternité et la solidarité étaient sans limite. Chaque frère était disposé à donner sa vie pour les autres. Les différences sociales, culturelles et matérielles s'estompaient. Et en recevant la lumière, il avait ressenti un amour infini pour tous ces inconnus qui le fixaient, l'épée à la main, et semblaient lui renvoyer le même amour. Et puis, tout était rentré dans l'ordre. L'ordre humain. L'atelier autorisa le vénérable à rencontrer le profane, et à déclencher éventuellement les enquêtes. El Kouen se prit d'affection pour cet inconnu. Il aurait voulu lui raconter qu'il n'aille pas à l'aveuglette. Grigui annonça les questions subsidiaires, prélude à la fin des travaux. On ne s'en tirait pas si mal. Cette séance ne durait que quelques instants. Gilles Talibani demanda la parole. Son expression avait une gravité particulière. Un peu raide, la main droite bien collée à la gorge, il semblait se préparer pour une intervention importante. Vénérable maître et vous tous mes frères en vos grades et qualités. J'aimerais d'abord vous exprimer mon plaisir de partager de nouveau les travaux avec vous. J'ai de grandes responsabilités dans un autre atelier. Et vous savez à quel point c'est important. Mais c'est ici ma loge mère. C'est ici que je viens pour me ressourcer. Pardonnez mes absences, mais mon esprit est continuellement avec vous. J'aurais été heureux d'en rester là, si un événement n'était venu entacher les travaux de la loge dont j'ai la charge. Vous connaissez sa singularité dans le paysage maçonnique. Elle contribue au rapprochement entre les peuples du Proche-Orient. Nous essayons de favoriser un climat de tolérance, avec pour objectif, une paix juste et durable. Dans ce but, nous invitons souvent des profanes, des personnalités de la société civile, connues pour leur intégrité morale et leur engagement pacifique. Récemment, nous avons convié Caroline Fourrière, journaliste et auteure très estimée. Une planche remarquable. Tout s'est bien passé jusqu'aux questions. Plusieurs frères d'origine, je suis désolé de le préciser, arabes, étaient venus là en force, pour semer le trouble. Notre loge, comme toutes les autres, accueille volontiers les visiteurs. Elle ne demande que ça, pour favoriser les échanges. Or ces frères ont tout fait pour saboter le débat, en harcelant la conférencière de chiffres et de citations, qu'elle ne connaissait peu. Être pas, qui peut prétendre tout connaître. De ma vie maçonnique,
Je n'avais vu un tel débordement de haine. Madame Fourrière est repartie en larmes. Si la parole est libre en loge, il me semble que ce genre de comportement est contraire à l'esprit de nos lois, et il devrait être sanctionné. Il est de notre devoir d'en référer à qui de droit. Il se trouve que parmi les visiteurs venus en bande organisée, je le répète, se trouvait le frère Youssef El-Kouen. Il ne nous revient pas d'en statuer. Je sollicite, vénérable maître et vous tous mes frères, que notre loge saisisse la justice maçonnique. Nous avons des instances hautement qualifiées et indépendantes. Qu'elles jugent en toute sérénité. Que cette affaire serve d'exemple pour la défense de nos institutions. Pour que vive la franc-maçonnerie, libre et fraternelle. J'ai dit, vénérable maître. Talibani se rassit, très digne. L'avenir de la franc-maçonnerie semblait le préoccuper au plus haut point. Silmo lui tapota la cuisse, en signe de solidarité. Gilles appréciait, attendant le sursaut salutaire. Les frères en oublièrent presque l'allongement inattendu de la tenue. Une lueur narquoise passa dans leurs yeux. Enfin une affaire insolite pour secouer la routine. Une quasi-unanimité flottait dans l'air. Les regards convergeaient vers le maître des cérémonies, sans aménité. L'orateur le fixait du haut de son plateau, dissimulant à peine sa jubilation. Il fignolait déjà son intervention. Youssef n'en revenait pas, comme assommé par ce qu'il venait d'entendre. Les yeux fixant le sol. Il savait où allait la sympathie des frères. Mentalement, il traitait Talibani de « sioniste dégénéré »,